Et pour débuter cette émission, nous accueillons Chloé au 39 21. Bonsoir Chloé. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Quel âge avez-vous Chloé et d'où nous appelez-vous? Ah ben non, il ne faut pas que je vous demande la région d'où vous m'appelez. Donc quel âge avez-vous Chloé? J'ai 23 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler? Dites-moi. Alors tout d'abord Olivier, je voulais vous remercier de pouvoir me laisser m'exprimer ce soir. Donc ce soir, je vais vous parler d'un combat que mon conjoint et moi menons depuis plus de 2 ans. Oui, Nous sommes accusés injustement de maltraitance sur notre bébé, notre oui. petit garçon, à l'époque âgé de 3 semaines. Donc nous sommes accusés du syndrome de Silverman, plus précisément le syndrome de l'enfant battu. De l'enfant battu. D'accord. Racontez-moi comment tout cela prend forme. Ça commence comment? Bien sûr. Alors, on va commencer par la grossesse, puisque la grossesse, c'est le point de tout. Mhm. Donc, nous avons eu notre petit garçon suite à une PMA. Oui, La grossesse a été très compliquée. J'ai eu énormément de maux. J'ai fait des malaises, 2 hospitalisations, 2 jours pour réhydratation, énormément de carences qui n'ont pas été prises en considération par la maternité. Et puis l'accouchement ne m'a pas épargnée puisque j'ai subi un accouchement traumatique. Donc mon fils a fait 2h30 de réanimation. J'ai subi une expression abdominale. Mon petit garçon a aussi une dystocie des épaules, c'est-à-dire qu'il a développé ses épaules dans mon bassin. Donc il était bloqué pour sortir. Et donc on a fait tout le séjour en néonatologie. Donc pendant d'accord. 3 jours, Vous m'avez dit avoir eu une compression abdominale, hein, c'est ça? une expression abdominale. Une expression abdominale, vous pouvez nous préciser ce que c'est? Bien sûr, pardon. Alors une expression abdominale, en fait, c'est un professionnel qui vient vous appuyer à fond au niveau de l'abdomen pour accélérer l'accouchement. D'accord. Et donc moi, en fait, dans mon cas, C'est autorisé ça, ce type de pratique? alors c'est interdit en France depuis 2007 par la Oui, Haute Autorité de Santé. c'est bien ce qui me semblait. Donc comment se fait-il qu'on vous ait pratiqué ça? Alors je sais, après multiples recherches, que quand il y a des accouchements gravissimes, on peut faire une expression abdominale. Mais Mmh, il faut que ce soit réalisé par un professionnel de santé. Mais voilà, faut que ça reste quand même très rare. d'accord. Bon, est-ce que cela a pu, hem, blesser votre enfant cette expression abdominale? Alors pour nous, oui, hein. On est sûr et certain que c'est ce qui a provoqué D'accord. les fractures de côte de mon enfant, mais je vais y venir justement. J'essaye de reprendre point par point pour que tout le monde se retrouve et comprenne. Donc, suite à cet accouchement, donc on rentre à la maison. Tout se passe parfaitement bien. Notre garçon, il est vu toutes les semaines par un professionnel de santé. Donc, soit la sage-femme qui m'a fait des cours de préparation à l'accouchement, soit le pédiatre à la maternité pour le rendez-vous obligatoire des 13 jours. Donc, il a toujours eu un suivi. Et puis, quelques jours après le retour à la maison, notre garçon commence à avoir des petites taches de sang au niveau du blanc de l'œil. Donc, vous savez, c'est comme nous, adultes, quand on s'éclate un petit vaisseau au niveau de l'œil, c'est rien de grave. Donc, on prête pas forcément attention, on se dit simplement qu'il faut surveiller. Et le lendemain, c'est tout la sclère en sang, c'est-à-dire c'est tout le blanc de l'œil qui saigne de l'extérieur. Oui. Et donc, on se rend directement à la maternité et puis aux urgences de la maternité et on nous dit ne vous inquiétez pas, votre garçon, c'est dû à l'appareil à oxygénation lors de la réanimation qui a dilaté des vaisseaux sanguins. Et puis, si des hématomes apparaissent, surtout n'hésitez pas, revenez, reconsulter. Mais rien de grave. Donc avec mon conjoint et notre enfant, on rentre à la maison sans ordonnance, sans prescription. Et le lendemain, les hématomes au niveau de la paupière interne des 2 yeux, donc l'hématome apparaît. Et on se dit, écoutez, on a vu un professionnel de santé la veille qui nous dit que c'est rien de grave, c'est les suites logiques. On ne va pas s'inquiéter, on surveille. Et on arrive en avril 2021 où là, du coup, c'est comme des cocards en fait au niveau des 2 yeux. C'est toute la paupière en bleu. Et on retourne dans ces mêmes urgences-là et on lui fait un bilan de l'hémoglobine complet, un bilan de santé, et on lui retrouve une anémie sévère, ce qu'on m'a retrouvée enceinte. Et on nous dit, écoutez, pour nous, il y a une suspicion d'hémorragie cérébrale. Je vous envoie dans un autre établissement, un autre hôpital plus adapté pour suivre les investigations. Et donc, avec mon conjoint et notre enfant, on se dirige avec notre propre véhicule, hein, quand même, pour une hémorragie cérébrale, dans ce fameux hôpital. Et le D'accord. cauchemar va commencer dans ce fameux hôpital. On va y rester 3 semaines. Les 15 premiers jours, on lui fait
énormément de bilans. Au début, on pensait à un bébé secoué. On lui fait des IRM cérébrales, on lui fait des échographies. 4 fois, à 4 reprises, l'ophtalmo est venu pour regarder le fond d'œil, voir s'il n'y avait pas des hémorragies rétiniennes, du sang à l'intérieur de l'œil, et absolument rien. On lui retrouve rien du tout. Et un vendredi, je me souviens, le professeur de pédiatrie vient dans la chambre et nous dit, écoutez, on va faire une radio du squelette. Et si on ne retrouve rien, vous pourrez rentrer chez vous ce soir. Donc nous, on dit OK. Donc notre enfant part avec le professeur faire cette fameuse radio du squelette. Et moi, je prépare la chambre, je fais la valise. Pour nous, on rentre. Ils trouvent rien, ils trouveront rien à la radio. On Oui. vient pour des hématomes, on vient pas pour des os, vous voyez. Et le professeur revient, il nous dit, écoutez, on a retrouvé chez votre bébé 3 fractures des côtes. 2 côtes en haut, une côte en bas. Et il Bah fait le oui. geste sur lui-même. Et donc là, je m'écroule littéralement. Et il nous dit, écoutez, un signalement va être fait. Donc le signalement a été fait le lundi. Et donc le signalement, ça ouvre obligatoirement 2 procédures. Une procédure au niveau du juge des enfants, une procédure au niveau du juge d'instruction. Et pendant tout ce séjour, on avait le regard du personnel, mais un regard accusateur. On était dans une atmosphère pesante. C'est un monde tout à fait nouveau pour nous. On dit, mais comment ça se fait? Et tout de suite, je leur dis, vous pouvez pas regarder mon dossier d'accouchement. J'ai subi un accouchement traumatisant. Notre fils a failli partir. Il était quand même évalué à 1/10 au score Apgar. Le score Apgar, c'est le score que tous les nourrissons passent à la naissance. Oui. Et on les évalue jusqu'à 10, savoir comment ils sont. Oui. On me dit, non, non, un accouchement ne fracture pas. Je n'ai pas besoin de voir vos antécédents. Ah bon? Donc, Quand il y a eu une expression abdominale à 2 reprises, vous me dites, il ne se pose pas des questions sur le fait qu'un bébé puisse être endommagé. Déjà, la maman peut être endommagée aussi, hein, bien puisque sûr. ce sont Bien sûr, ça fait des énormément de dégâts. compressions très, très, très fortes. Hein. Mmh, tout à fait. Et en fait, non. Non, non, on m'a ôté la parole du début à la fin dans cet hôpital. Je n'ai pas eu le droit de m'exprimer, je n'ai eu le droit à rien. Tout de suite, on me coupait. Soit votre enfant a subi un grave accident de voiture, soit vous l'avez tabassé. Et je leur dis, écoutez, vous pouvez regarder ma voiture, elle est intacte. À aucun moment, moi et mon conjoint avons tabassé notre enfant. Il y a forcément une explication médicale dans tout ça. Et donc voilà, donc on s'est retrouvés devant des médecins fermés où on ne pouvait pas discuter. Donc le signalement est fait, on reçoit une OPP, c'est une ordonnance de placement provisoire rédigée par le procureur, hein, et notre enfant reste une semaine sans nous, sans visite à l'hôpital. Et pendant cette semaine, on va appeler, donc moi et mon conjoint, on va appeler l'hôpital tous les jours pour avoir des nouvelles de notre fils. Et en fait, pendant qu'on n'est pas là, on lui a fait passer une scintigraphie osseuse. C'est une radio un peu plus poussée pour confirmer les fractures. Et là, bizarrement, on apprend qu'il n'a pas 3 fractures des côtes, mais 21 fractures des côtes, en sachant qu'un bébé en a 23, plus les 2 jambes, plus le genou, plus la cheville, plus le poignet. Donc vous dites, notre enfant, a priori, il a des fractures de partout, mais le cerveau, il est intact. Il n'a aucune lésion au niveau du cerveau, pour soi-disant un enfant maltraité à 3 semaines de vie. Et donc, nous, on n'y croit pas. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, on n'y croit absolument pas de toute cette fracture. Et donc, on voit le juge des enfants plusieurs semaines après, qui va demander un placement pendant 6 mois. Et nous, on n'est pas d'accord, donc on fait appel immédiatement. Et on se dit, c'est obligatoirement une pathologie osseuse. Il ne parle pas, il ne marche pas. C'est une explication médicale, on l'a Oui, jamais oui, maltraité. il y a de grandes chances. Vous le savez, de toute façon. Voilà, tout à fait, oui. Et du coup, on fait des recherches avec mon conjoint sur Internet et on tombe sur une généticienne de renom. Sur l'hôpital Necker de Paris, le service Imagine, donc un service très connu dans ce domaine, hein, c'est des généticiens bien spécialisés. Et cette généticienne nous dit, voilà, elle nous donne un rendez-vous. Donc on va à ce rendez-vous avec la pouponnière et notre enfant, puisque notre fils à ce moment-là était placé. Et la généticienne nous reçoit tous. Elle nous dit, écoutez, ce n'est pas de la maltraitance. Votre enfant a une fragilité osseuse. Cette fragilité, donc elle est causée depuis la naissance en fait. Elle s'est développée à l'intérieur de moi à cause de ma forte carence en vitamine D. Donc Oui, oui. j'apprends aussi sur le tas que j'ai un Une problème carence. de santé, Oui. l'expression abdominale. Il a aussi eu des manœuvres d'ostéopathie avec sa dystocie des épaules. Donc il avait les épaules de bloqué, il fallait l'emmener chez un ostéopathe. Oui, et là encore, les os peuvent être fracturés, puisque s'il y a une pathologie osseuse, c'est-à-dire que cet enfant peut avoir ne serait-ce que la maladie des os de verre, bien connue, Tout à fait. euh, Mm. surtout que c'est tout fragile, hein, tout petit à la naissance. Il Exactement. pesait combien ce bébé à la naissance? Oh, il était bien, il pesait 3,420 kg. Mhm. C'est aussi très curieux, si vous voulez. euh, Vous avez fait une PMA, ça veut dire que vous avez dû suivre un long chemin pour avoir cet enfant. Exactement. Déjà, vous suspectez
de suivre ce chemin onéreux et qui coûte beaucoup en termes d'émotion et d'énergie, d'avoir un enfant pour le tabasser, comme on vous a soupçonné Oui. que ça soit le cas, c'est quand même une drôle de démarche, je trouve. Bon, écoutez. C'est vrai que c'est complètement absurde et on n'y comprend rien et il n'y a plus enfin, c'est plus crédible quoi, à force la procédure, c'est assez compliqué. Alors, vous Donc faites c'est appel. Vous me dites que vous faites appel. voilà. Donc cette généticienne, elle va nous produire un écrit expliquant que notre fils est atteint d'une pathologie osseuse et qu'en fait, les simples gestes du quotidien le fracturaient, tels que lui faire le change ou lui faire séro. La moindre manœuvre au quotidien le fracturait sans que nous-mêmes on s'en rende compte. Et donc en appel, la présidente nous a rendu notre fils sur la base de cet écrit, justifiant qu'on a trouvé la cause de ces fractures et qu'il n'y a plus lieu de maintenir le placement. Donc notre fils rentre à la maison au bout de 3 mois et demi de placement, au lieu de 6 mois. Donc il rentre, tout se passe parfaitement bien. Il rentre en juillet et en septembre, on le met en crèche. À ce moment-là, on bénéficie d'une AEMO. Donc en fait, c'est une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert. C'est les services sociaux qui viennent chez vous faire des enquêtes, voir comment on s'occupe de l'enfant, le lien parent-enfant, si la maison elle est adaptée à accueillir un enfant. Tout se passe super bien avec ce service. Et le juge des enfants, je ne sais pas pourquoi, elle demande à continuer cette AEMO avec un deuxième service. Peut-être qu'elle s'attendait clairement à ce que ce service lui dise oui, les parents sont complètement fous et donc c'est de la maltraitance. Et ce service-là, pareil, ils disent non, il n'y a aucun danger avec eux et chez eux. On perd notre temps très clairement avec cette famille. Donc pour nous, il y a lieu de terminer le dossier et de le classer. Et donc, on a eu une AEMO pendant à peu près 8 mois, où on a eu l'ensemble des intervenants de notre côté, ainsi que la pouponnière où notre enfant était placé. Voilà, on a toujours eu des très bons liens, on a toujours très bien coopéré avec eux. Et donc, au niveau du pénal, puisque le dossier était ouvert, au début, c'était une enquête contre X. C'est-à-dire que Oui. la juge d'instruction, elle ne savait pas c'était sur qui, voilà, c'était qui l'auteur des faits. Et du coup, nous, on était constitués partie civile. Ça veut dire du côté des victimes, on a été reconnus en ce sens-là et on avait accès à notre procédure. Et donc, cette juge d'instruction, elle mandate une première expertise judiciaire qui va revenir sans surprise maltraitance, puisque bien sûr, c'est des experts qui ne sont pas forcément spécialisés dans nos dossiers. Donc, ça revient maltraitance. Nous, on conteste, on demande une contre-expertise. La contre-expertise, elle a été faite à peu près en juin 2022, en juin 2021, pardon. Et grande surprise, en novembre, donc on reçoit une convocation de la brigade des mineurs. Donc il faut savoir aussi, excusez-moi, j'ai oublié de vous en parler, lors du premier placement de notre enfant, on a eu une convocation à la brigade des mineurs. Donc c'était une audition libre, savoir ce qui s'est passé, comment on justifiait tout cela. Et là, donc en novembre 2022, de nouveau rebelote, brigade des mineurs. Et cette fois, on est obligé de venir avec notre enfant. On me dit qu'il va être vu par un médecin de l'unité médico-judiciaire. Donc nous, on prépare notre enfant, simplement lui dire, écoute, papa et maman, on ne sait pas si on sera avec toi dans le bureau du médecin, mais en tout cas, on te promet qu'on rentrera tous les trois ensemble comme on est arrivés tous les trois. Parce que depuis ce placement, malgré qu'il est rentré à 4 mois, notre enfant avait quand même moi j'appelle ça la phobie des blouses blanches. C'est-à-dire dès qu'il voyait un médecin, c'était des hurlements, il arrachait le stéthoscope du médecin, enfin il était dans un état, il avait, comment dire, il était traumatisé quoi des médecins. Oui. Donc, on arrive à la brigade et il y a 3 policiers. Un pour notre enfant, un pour monsieur, un pour moi. Et donc, le policier de mon enfant, je lui dis vous êtes le médecin? Et donc, déjà, les 3 policiers se regardent entre eux. Ils disent oui, oui, c'est moi le médecin. Donc, toute naïve, je dis ok, très bien, on vous suit. Et mon conjoint, déjà, il sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et donc, c'est à mon tour, je pars en première me faire auditionner. Et puis, donc, mon enfant, il hurle. Donc, je le prends dans mes bras, je l'embrasse, je lui dis, t'inquiète pas, maman, elle revient, je te promets. Regarde, t'as une petite banane, un petit peu d'eau, un petit morceau de pain si t'as faim. Et on revient tout à l'heure, ça ne durera pas longtemps. Et donc, j'arrive dans le bureau et la brigadière, elle me dit, écoutez, madame, nous sommes le 15 novembre, il est 9h, vous êtes placée en garde à vue. Je m'effondre, clairement. Je travaille au tribunal, je n'ai jamais eu affaire au milieu de je n'ai jamais eu affaire à la police. Donc, grande surprise. Cela veut Et dire je dis, clairement, ma chère Chloé, que vous êtes en garde à vue et que là, on vous suspecte clairement exactement. d'avoir pu maltraiter votre bébé. On va marquer une petite pause et vous allez nous expliquer la suite de vos mésaventures dans quelques secondes. À tout de suite, Chloé.
À tout de suite. Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local. 23h28, vous êtes sur Europe 1 et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Chloé, donc vous êtes à la brigade des mineurs et l'inspectrice, donc l'OPJ de la brigade des mineurs, vous signifie que vous êtes en garde à vue. Ça a dû être l'effroi total à ce moment-là. Eh bien, totalement. C'est l'incompréhension. Notre enfant est rentré. À ce moment, on a quand même eu 2 expertises privées qui attestent cette pathologie osseuse dont la généticienne, grâce à son écrit, on a pu récupérer notre enfant en cours d'appel. Donc là, c'est l'incompréhension la plus totale, d'autant plus qu'on avait demandé une contre-expertise, que notre enfant est en crèche depuis l'année dernière. Donc voilà, on ne comprend pas. Et donc, en garde à vue, mon fils, il est repris par les services sociaux, donc replacé une 2e fois. Une deuxième fois, Donc, oui. Ouais. Donc, il a subi 2 placements. C'est complètement un scandale. Donc là, vous êtes en garde à vue, vous ne connaissez, enfin, vous ne savez pas quelle heure il est, vous êtes dans une cellule très peu de mètres carrés, avec des odeurs, une ambiance, enfin, je vous fais pas dire. Euh, c'est la panique totale. Et on ne comprend pas. On ne comprend pas. On ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir. Est-ce qu'on rentre chez nous? Est-ce qu'on part en prison? Est-ce qu'on reverra notre enfant? Et notre enfant, dans tout ça, où est-ce qu'il va être placé? C'était l'horreur. Et donc, on a fait 48 heures de garde à vue, mon conjoint et moi, puis déféré devant le juge d'instruction. Et Oh là, là devant là. le juge d'instruction, c'est donc vous êtes présenté devant un juge d'instruction. Vous n'êtes pas lavé, pas brossé les Donc dents. Donc, déférer les menottes et tout? les menottes, bien sûr. Donc, pour faire le transfert du commissariat au tribunal, on Oh est là là. menotté. Et puis, arrivé au tribunal, vous êtes en garde à vue. Donc, c'est dans les sous-sols du tribunal. Oui, oui, je Donc, vois vous ce que c'est. refaites une 2e cellule, Mhm. où là, c'est complètement la jungle, quoi. C'est tous ceux qui sortent de prison ou qui demandent des réductions de peine. Donc, vous êtes dans un monde complètement inconnu. Et donc, mise en examen devant le juge d'instruction, avec contrôle judiciaire, et on a eu 3 interdictions. Interdiction d'entrer en contact avec l'enfant, interdiction de quitter la France métropolitaine et obligation de se rendre à toutes les convocations. Et donc, je dis au juge d'instruction, mais vous vous rendez compte, mon enfant a 20 mois, je suis interdit de le voir. Il n'est même pas préparé. Vous vous rendez compte la manière dont notre enfant nous a été arraché? Il n'a pas de doudou, il n'a pas de tétine. Et on sait ô combien un doudou, c'est l'équivalent d'une maman pour un enfant, Oui, quoi. oui. C'est hyper important. Et donc, on rentre à la maison avec ce contrôle judiciaire, avec nos avocats. Et puis, bah, on va déplacer des montagnes pour savoir où est notre enfant. Donc, avec mon conjoint, on appelle toute notre région, les services sociaux, savoir où est notre fils. Donc, soit on me dit qu'on ne peut pas me donner d'informations, soit il n'est pas là-bas. Et puis, je décide de recontacter les premiers services sociaux avec qui on a eu l'AEMO 1 an avant, avec qui on est très bien resté en bon terme. Et on me dit, écoutez, on vient de l'apprendre nous aussi pour votre enfant. Madame, je ne peux pas vous dire où est votre fils. Je ne peux pas, j'ai pas le droit. Et là, je m'énerve, je dis, mais vous vous rendez compte, il a 20 mois. Il n'a pas de nouvelles de nous, on n'a pas de nouvelles de lui. Mon fils, il est en vie, il va bien. Est-ce qu'il a des vêtements? Qui l'habille? Où est-ce qu'il trouve les vêtements? Personne n'est venu chez nous faire une perquisition, prendre une valise pour lui. Rien, même pas sa tétine. Et du coup, la directrice des services sociaux me dit, écoutez, vous pouvez passer ce soir, cet après-midi, me déposer une valise. Et donc, on se déplace avec mon conjoint et on apporte sa valise avec ses vêtements, un album photo et avec des petits mots gentils aussi pour qu'on lui dise, voilà, on t'aime, on ne t'a pas oublié, on est dans une impasse, mais on va se battre pour te récupérer. Et donc ça, c'était un vendredi. Donc je rappelle le lundi les services sociaux pour prendre des nouvelles et savoir s'ils ont déposé la valise à mon enfant. Et on me dit non, madame, toujours pas. Mais vous savez, on est en manque d'effectifs et votre enfant, il est pas dans le département. Donc c'est compliqué pour nous de se déplacer. Et là, je pleure en hurlant, quoi. Je dis, mais vous vous rendez compte? Depuis vendredi, un bébé de 20 mois. Déjà, c'est moi qui fais le premier pas à vous contacter pour vous dire si je peux emmener des vêtements. C'est même pas vous qui prenez l'initiative. Est-ce que je vous emmène? Vous n'avez même pas la capacité de vous déplacer. Il n'est pas dans le département. Il est où, mon enfant? Il est à l'autre bout du monde. Il n'est plus en France. Il est où? Madame, je ne peux rien vous dire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça ne va pas. Bah, c'était très compliqué. Et donc, pendant 13 jours, on ne l'a pas vu. Pendant 13 jours, la pouponnière n'avait pas le droit de lui dire où on était. Ce qu'on était, en fait. Simplement dire que papa et maman t'aiment. On ne sait pas non plus ce qui se passe, mais on est là pour toi. Et vous repassez une énième fois devant le juge des enfants, où là, elle prononce 8 mois de placement jusqu'au 31 juillet de cette année. Et donc, nous, encore une fois, on fait appel. Et en janvier de cette année, on part en appel pour le contrôle judiciaire. Et l'interdiction de contact avec notre enfant a été levée.
et ce qui a fait qu'on a pu le récupérer cette année en mars. Mais voilà, suite à tout ça, il a développé des angoisses de séparation. C'est compliqué. On suit une thérapie tous les trois et on est traumatisés, on est marqué au fer rouge à vie. Et puis vous dites 2 placements, c'est un scandale et que, enfin, rien n'a été fait dans l'intérêt de l'enfant. Ses droits ont été bafoués et n'ont pas été respectés. Oui. Et si je peux simplement attirer l'attention à tous ceux qui nous écoutent ce soir, il y a un article de loi quand même qui est acté, qui est dit, je ne l'invente pas, qui est l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui stipule, je vais reprendre mot pour mot ces 2 phrases, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Et donc, c'est pas moi qui l'invente. Et pourtant, dans ma procédure, à aucun moment, l'intérêt de mon enfant a été pris en compte. Ne serait-ce si on doit parler de ce 2e placement où il nous a clairement été enlevé. Et là, au moment où on se parle, votre fils est toujours placé? Alors non, il est rentré depuis mars à la maison. Et pourquoi vous l'ont-ils rendu comme ça, subitement? Alors, on nous l'a rendu parce que, si vous voulez, on avait un contrôle judiciaire avec une interdiction d'entrer en contact avec notre enfant. Oui. Et donc, le juge des enfants se couvre derrière le pénal, littéralement, en disant, écoutez, nous, on le place puisque vous avez un contrôle judiciaire qui vous interdit d'être en sa présence. Et le fait qu'on nous ait retiré cette interdiction en appel en janvier, ça a déclenché le fait que notre enfant puisse rentrer à la maison. Et là, ce qui est quand même impressionnant, et c'est une première, c'est-à-dire qu'on a récupéré notre enfant sans AEMO, sans aucun suivi, avec un dossier fermé au niveau du juge des enfants. Et voilà, tout a été fermé et la juge des enfants a motivé le retour de notre enfant à la maison en disant « il n'y a aucun danger chez nous et avec nous ». Donc il n'y a plus lieu. Pardonnez-moi, je n'ai pas compris pourquoi on vous l'a rendu d'un seul coup comme ça. Je n'ai absolument pas saisi. Alors, si vous voulez, je vais essayer d'être un petit peu plus claire. C'est vrai que c'est assez technique comme vocabulaire. Oui, parce que là, on vous l'a enlevé quand même. Pardonnez-moi, mais on vous a mis en garde à vue. Vous allez avoir les menottes pour être transféré du commissariat au tribunal. On vous enlève votre fils après qu'un juge d'instruction vous ait accusé de mauvais traitement. Même, je crois qu'à un moment, vous avez été soupçonné du syndrome de Munchausen. Votre fils vous est enlevé, arraché, et le 24 mars dernier, vous le récupérez. Après tout ça. C'est vrai que c'est pas très compréhensible et c'est pas très clair. Non, surtout que vous le récupérez sans aucun contrôle au moment où on parle. C'est vrai que c'est le monde à l'envers. Mais en fait, on l'a récupéré parce que, comme je vous ai dit, au moment de la garde à vue, au moment du déferment, on a eu une interdiction de contact avec notre enfant. Qui fait que le juge des enfants... C'est vice de procédure? C'est-à-dire vice de procédure. C'est un vice de procédure. On vous le rend parce que vous n'avez eu aucun contact pendant la garde à vue. Pourquoi ça implique qu'on vous le rende? C'est incompréhensible. Et alors non, ce n'est pas une vice de procédure. Malheureusement, c'est comme ça que le juge des enfants fonctionne dans certains cas. Malheureusement, c'est vrai que ce n'est pas clair, mais voilà, il a suffi que le contrôle judiciaire saute du moins cette interdiction pour que notre enfant puisse rentrer à la maison. Donc c'est vrai que c'est pas clair, mais bon, voilà, on subit, on est obligé d'aller dans le sens du juge des enfants. Tout simplement. Et puis aussi à l'audience, il y avait la pouponnière qui disait que c'était un scandale de placer notre enfant une seconde fois, qu'il est en détresse, qu'il a quand même perdu 1 kilo en une semaine, qu'il ne mangeait plus. Voilà, il était en dépression totale. Et les services sociaux qui ont fait 15 pages de rapport disant que c'est, pareil, c'est un scandale et qu'il n'y a aucun danger et qu'il n'y a pas lieu de maintenir ce placement. Donc je pense que la juge, elle voit 2 intervenants de la protection de l'enfance qui sont à dos contre elle. Elle se dit, j'ai peut-être intérêt de rendre l'enfant. Et peut-être le fait que l'interdiction de contact a été levée, elle s'est dit, on le rend. Mais voilà, je n'ai pas plus d'explications. C'est assez compliqué, les procédures de justice, surtout quand ça n'a pas de sens de suivre. Mais oui, elle est pratiquement incompréhensible. Mais tant mieux pour vous, d'ailleurs. Bien sûr. Tant mieux pour vous. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, votre petit est rentré. Voilà, il est rentré à la maison. Il n'y a plus aucun contrôle. Alors, le contrôle judiciaire est toujours là, on est toujours mis en examen, la procédure est toujours en cours. Oui, mais convenons quand même que dans tout ça, ce qui devrait primer aux yeux de la justice, c'est la sécurité de l'enfant. Or, vous continuez à être, vous, inculpé, et on vous a rendu l'enfant parce qu'on s'est sans doute aperçu qu'il ne s'était rien passé. Donc, exactement, votre inculpation devrait être levée. Et malheureusement, du coup, suite à tout ça, parce que c'est vrai que c'est pas compréhensible pour nous, on a demandé la levée de
du contrôle judiciaire, mais en globalité, ça a été refusé. Donc on est toujours sous contrôle et puis on a dû batailler aussi pour trouver des expertises privées. C'est compliqué parce qu'en France, les médecins ne voient que par de la maltraitance, c'est-à-dire qu'en France, à partir du moment où vous emmenez un enfant qui ne parle pas et qui ne marche pas et qui a un os de fracturé, bah, tout de suite c'est de la maltraitance, on ne va pas aller plus loin que le bout de son nez. Alors que nous, on est parti par exemple aux États-Unis, aux Pays-Bas, pour trouver des expertises. Voilà, qui ont statué sur une pathologie osseuse. Et puis, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une controverse au niveau des fractures de notre enfant. C'est-à-dire que notre enfant a eu des fractures métaphysaires. Des fractures métaphysaires, c'est des fractures des os longs, du type tibia, col du fémur, péroné. En France, quand on voit ce type de fracture, c'est obligatoirement de la Mauvais maltraitance. traitement, oui. Voilà, il n'y a pas de débat. Voilà, vous ne pouvez pas discuter avec le médecin, c'est de la maltraitance, c'est comme ça, point barre. Alors que vous allez à l'étranger, comme je vous ai dit juste avant, aux États-Unis, aux Pays-Bas, ce type de fracture, c'est pas tout de suite associé à de la maltraitance. Vous voyez? Donc vous dites d'un pays à l'autre quand même, c'est les mêmes médecins, ils ont tous les mêmes années d'études, mais au niveau de l'interprétation de la radio, c'est pas la même chose. Mais est-ce que depuis, la pathologie de votre fils a-t-elle été établie, diagnostiquée? Parce que je sais que vous avez été accompagné par une généticienne, hein, qui a Oui, diagnostiqué la maladie de votre fils. Qu'a-t-elle oui. diagnostiqué, cette généticienne? Alors, c'est une fragilité osseuse, c'est une hypominéralisation du nouveau-né. Donc en fait, c'est ces os qui étaient simplement fragiles, quoi, qui manquaient de la vitamine D et la moindre chose le fracturait. Oui, Mais c'est pas une maladie comme la maladie des os de verre où c'est à vie. C'est-à-dire qu'avec l'alimentation, on l'introduction rétablit. d'une supplémentation en vitamine D, voilà, ça part. D'accord, donc Donc il va c'est mieux? pas. Il va mieux, là? Aujourd'hui, il va bien. Il va très bien, oui. Super. Hem, C'est une bonne nouvelle, oui. comment cette généticienne qui vous a accompagné a-t-elle été, entendue, reçue, puisqu'elle vous accompagnait lors des audiences, je crois? Alors non, elle a simplement demandé à assister à nos audiences, mais bon, ça n'a pas été accepté bien évidemment par le juge d'instruction, puisque pour elle, elle veut que des médecins qui actent de la maltraitance. Elle a été auditionnée 2 fois. 2 fois où elle a toujours dit il est impossible biologiquement que les fractures soient à l'origine d'une tierce personne, vu la symétrie de la fracture et la transparence des os de l'enfant. Mais malheureusement, elle n'est pas, voilà, son rapport ne. J'ai l'impression que le juge d'instruction n'en tient pas compte. N'en tient pas compte. C'est Elle m'a faux. même dit, cette juge d'instruction, lors du déferment, Madame, votre généticienne n'a jamais dit que votre enfant a une pathologie. Et donc moi, j'ai tout de suite su que c'était pour moi, c'était une tactique de manipulation parce que mes écrits viennent de chez eux quand même. Et je lui ai simplement répondu, écoutez, je ne sais pas ce que vous dites. En tout cas, moi, j'ai bien écrit de cette généticienne qui affirme la pathologie de mon enfant. Oui. Et c'est grave parce qu'en fait, le juge d'instruction vous mandate des expertises avec des experts, la plupart du temps, même pas spécialisés dans votre dossier. Donc vous faites des expertises privées à côté, mais déjà, de un, ça vous coûte des frais monstrueux, et de deux, c'est une bataille entre médecins, parce que on vous dit maltraitance, vous balancez la carte de la pathologie, et on vous balance la carte de la maltraitance, et c'est un cercle vicieux, et ça ne s'arrête pas. Et dans tout ça, la procédure, elle continue, alors que depuis le début, on a trouvé cette pathologie, on nous a rendu notre enfant, parce qu'un médecin a dit que c'est telle pathologie, elle a expliqué l'origine de ces fractures. Et là, ça continue. Donc, on a fait la contre-expertise, bien évidemment maltraitance, puisque les experts ne vont pas, ils se couvrent entre eux et ils vont pas aller à l'encontre les uns des autres. On a demandé un complément d'expertise, bien sûr, encore une fois, maltraitance. Et là, on est à la 3e demande de contre-expertise. Et on la redemande parce que, d'une part, on sait que ça reviendra maltraitance, mais d'une deuxième part, c'est simplement pour se dire, nous ne sommes pas d'accord avec vos écrits. Voilà. Donc voilà pourquoi on fait une expertise encore et encore, mais ça ne s'arrête pas. Et je me dis, mais on va arriver jusqu'à combien d'expertises? On est aujourd'hui à 6 expertises Oui, privées. mais je vais vous dire où vous allez arriver, Chloé, parce que ce n'est pas malheureusement la première fois que j'entends parler de ce type d'affaires. J'ai même euh, filmé un couple de personnes dont la petite fille a été enlevée par les services sociaux pendant près de 4 ans. Ça a même fait l'objet C'est d'un incroyable. film sur TF1. Mm. Les services sociaux ont été... c'est l'hôpital ou les services sociaux qui ont été condamnés. Une somme leur a été versée.
parce que en plus la petite fille souffrait exactement de la même maladie que la maman qui était traitée Oui, euh, à l'hôpital de Nancy, je me rappelle. c'est incroyable. Voilà. Et la justice a toujours refusé que l'enfant subisse euh, les examens qui auraient prouvé qu'il avait la même chose que sa maman. C'est Et incroyable, ce qui est franchement. incroyable, c'est qu'aujourd'hui, il y a une cour de cassation qui a cassé ce jugement et on leur demande de rembourser la somme qui leur avait été allouée en tant que euh, comment les dégâts Mm. psychologiques subis par les dommages et intérêts, donc la somme qui correspondait à des dommages et intérêts pour leur avoir enlevé leur fille pendant 4 ans. Euh, Dans votre cas, vous savez comment ça va se finir? Ça va se finir que il y a des médecins qui vont prouver par A plus B que votre fils avait donc une maladie, hein, Mhm. qui était une maladie momentanée, puisque à l'aide comme vous me l'avez dit, d'un traitement de vitamines, on peut Oui. rééquilibrer tout ça. Mhm. Et puis on s'apercevra qu'on vous a torturé pendant des années, lui et vous, vous séparant pendant un moment, et vous en vous inculpant. Et puis on s'apercevra qu'on a fait une grosse bêtise, comme Mm. d'habitude. Parce Mais c'est que incroyable, hein. les C'est experts dans cette affaire, comme d'habitude, ne sont absolument pas spécialistes. exactement. Mais oui, mais comme d'habitude, ce, ce pays marche sur la tête. Ce pays C'est ce marche qu'on sur se la dit depuis tête. le début. Ce pays marche sur la tête Euh, dans ces histoires-là. Les experts nommés par la Cour ne sont même pas spécialistes de la pathologie en question. C'est comme si vous donniez à un maçon d'analyser des tomates qui ont mal poussé et qui nous explique pourquoi. c'est exactement ça, vous avez totalement raison. Le but d'un juge d'instruction, c'est de rétablir la vérité. Donc, elle va mandater des expertises pour retrouver la vérité dans les lésions de Swan. Nous, ce qu'on fait, on ramène des expertises privées. On ramène des expertises privées pour lui donner la vérité. Mais elle n'en tient même pas compte. Donc, vous dites, déjà, la présomption d'innocence, elle n'existe plus. Et elle prend directement un parti avant même que nous, on soit condamnés. Oui, alors Donc là, la suite, Fabien qui nous écrit au 739-21 dit que la justice suit son cours pour cette famille et une décision de justice ne s'annule jamais. Bien évidemment, vous avez raison Fabien, mais elle peut aboutir sur un non-lieu où, je crois, en tout cas, il me semble que ses parents, aujourd'hui, ça peut aboutir sur un non-lieu. ah oui, totalement. Alors nous, nos avocats nous préparent un petit peu à nous dire, écoutez, vu les juges qu'on a qui s'acharnent contre nous, parce que c'est clairement un acharnement judiciaire et médical et bon, c'est pas prêt de s'arrêter, vu comment c'est parti, on risque fortement d'aller au correctionnel. Ah ben bien sûr, ça on est préparé, même si c'est compliqué de s'imaginer. Et donc vous êtes au correctionnel, c'est soit vous êtes condamné, soit vous êtes en non-lieu. Mais j'ai envie de vous dire que un non-lieu, forcément, c'est ce que j'aimerais le plus dans ma procédure. Mais c'est même pas ça réellement que j'ai envie d'entendre. Moi, ce que j'ai envie d'entendre, c'est des excuses des médecins. Excusez-nous, madame. Excusez-nous pour ce qu'on vous a fait subir. Vous voyez, ça, c'est plus symbolique pour moi que de recevoir un non-lieu. Malheureusement, Mais je bien pense que vous évidemment, la pouvez relaxe, attendre longtemps. ah bah ça, c'est sûr. Mm, mm. Vu comment on est en France, c'est sûr qu'on peut attendre belle lurette. C'est incroyable. C'est deux placements, franchement, je n'en reviens pas. C'est un scandale. Même pour l'enfant, pour sa reconstruction, pour lui expliquer plus tard. Mais vous voulez que je vous dise, c'est très grave d'avoir fait Mm. ça et on ne sait pas l'impact que cela aura sur votre fils qui, émotionnellement, a vécu de toute façon un désordre à un moment, dû à tout C'est ça. mm. C'est clair, il a été séparé comme ça, d'un seul coup, sans explication, considérant peut-être que, voilà, qu'un enfant de 20 mois, ouais, c'est pas grave, allez, la mère disparaît du jour au lendemain, on lui explique pas Mm. pourquoi, ou alors on lui explique, maman a fait des bêtises, hein, chérie. C'est pour ça que. Mais vous rigolez, mais c'est ça qu'on a dû Non, lui mais vous dire. avez raison, bien sûr. Mais Non, mais qu'est-ce c'est que vous sûr. croyez? Mais c'est ça qui a dû être lui dire. Tu sais, maman, elle a Alors été. non, je vous contredis, excusez-moi Olivier, je vous contredis, c'est un élément que j'ai oublié de vous apporter qui est très important. D'accord. La pouponnière a toujours été dans notre sens.
C'est-à-dire que voilà, pour eux, depuis le début, on est innocents. D'accord, Ils font tout en notre faveur. Donc voilà, c'est la petite précision que je voulais apporter. vous Non, faites bien. ils n'ont pas pu dire à notre enfant, voilà, qu'on est coupable, absolument pas. Mais je vous dis ça Et parce il est que retourné. c'est arrivé dans plein de cas Bien, ah bah oui, de les services témoins, sociaux. de parents qui évoquaient l'attitude d'éducatrices qui se croyaient tout permis et vous savez les fameux reproches de mère fusionnelle ou de père fusionnel. C'est-à-dire qu'on aime trop nos enfants Voilà. et à un Et moment c'est pas bon. c'est problématique pour eux. C'est vrai que c'est le Alors, monde à moi, l'envers. ce que j'aimerais savoir, maintenant qu'on a Bien parlé de sûr. tout ça, quel impact ça a eu sur vous en tant que femme, en tant que citoyenne, en tant que mère, dites-moi. Alors, en toute transparence, en garde à vue, j'ai eu ce sentiment de ne plus être humaine, de vous jeter dans une cage à poules, alors que vous n'avez absolument rien à faire, strictement rien à faire ici. Je me suis sentie inhumaine. Toute cette procédure, elle nous a laissé des blessures, forcément. C'est, comme je vous le dis depuis le début, on est marqué au fer rouge à vie. On Bien suit une sûr. thérapie pour nous aider. Mais ça nous a donné une niaque aussi en nous de se battre, en fait, ne serait-ce pour notre honneur et pour notre innocence, pour notre famille. Ça nous a forgé un mental et de se dire que malheureusement, à partir de maintenant, on n'aura plus du tout confiance aux médecins. Et avant de poser un diagnostic sur quoi que ce soit, on passera devant plusieurs médecins pour être sûr de ce diagnostic-là. Mhm. Puis, Mais on en est complètement détruit, quoi. C'est confiance en la compliqué. justice. Absolument pas. Et donc, je vous expliquais qu'au début, moi, je travaille dans la justice et puis c'est terminé. J'ai arrêté mon travail, je suis en arrêt longue maladie et puis pour rien au monde, je retravaillerai pour eux. Ouais. J'en suis dégoûtée. J'ai une colère envers eux que c'est même pas mesurable, quoi. Non, je ne peux plus. Sincèrement, c'est quand vous subissez une injustice de la sorte, c'est très compliqué de remettre un pied dans le tribunal et de reprendre vos fonctions comme si de rien n'était. Ah, mais je veux bien vous croire, ça doit être terrible, en fait, terrible, parce que on se sent euh, dépossédé de tout droit, en fait. Exactement. Et Vous je avez vous très dis, bien résumé. j'ai croisé, alors j'en ai pas croisé 36, hein, mais j'ai croisé 3 ou 4 couples ayant, mais pas plus tard qu'il y a 15 jours, nous avons eu le témoignage d'une jeune femme, d'une jeune maman de 35 ans qui rentrait d'un pays lointain où elle exerçait avec son mari. Ils étaient dans l'hôtellerie ou voilà, dans la haute hôtellerie, vous voyez, restauration. Ils rentrent en France pour justement parce qu'ils vont être parents. Et puis, il y a un problème avec, encore une fois, un accouchement durant lequel le bébé est manipulé parce qu'il y a des complications durant l'accouchement. Et puis, ce bébé, pendant un mois, il vomit, il n'est pas bien, il pleure souvent, et les parents l'amènent à l'hôpital. Et comme vous, le cauchemar a commencé à l'hôpital. C'est Parce fou quand qu'il même. il avait, je crois, l'épaule démise. Je pense qu'il y a encore une histoire de côte fêlée ou cassée. Et suspicion de maltraitance. Et zou, c'est parti. Et ils ont vécu l'enfer. Et avec un impact psychologique, bien évidemment, dépression. Voilà. Votre mari, comment il a traversé ça professionnellement? Comment lui va? Parce que vous m'avez dit, vous êtes en arrêt, mais lui, que faisait-il dans la vie, votre mari? Que fait-il? Alors, mon conjoint, il est entrepreneur et ça a été très compliqué pour lui puisqu'il a perdu tous ses clients lors de la garde à vue. Donc, recommencer une vie avec un salaire à zéro. Moi qui est en arrêt, donc très compliqué, mais on a eu un soutien énorme de nos proches, de nos parents. Donc, on a de la chance de les avoir auprès de nous. Mais ça a été compliqué. Mais moi, en tant que maman, j'avais les émotions décuplées. Donc, il était obligé d'être là pour m'apaiser, me rassurer, me dire ne t'inquiète pas, on a des armes, on a des rapports en notre faveur et notre enfant, il rentrera à la maison, c'est qu'une question de temps. Donc, heureusement qu'il a cette sagesse en lui, parce que si on est 2 caractères de feu à la maison, c'est compliqué quand on traverse quelque chose comme ça. Fabien, au 739-21, nous précise oui. que ce qu'il voulait dire, c'est que la justice ne reconnaît jamais son erreur. Ah ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Et c'est fou, hein. C'est fou, ça. C'est incroyable. Parce que quand elle se gourre, les conséquences peuvent être terribles. Et elle se gourre souvent.
Mieux vaut ne C'est pas si avoir facile de affaire à faire la un justice signalement. dans ce pays, croyez-moi. Ah bah ça c'est sûr. Et je voulais vous parler d'un sujet un petit peu important quand même, Olivier. Donc suite à tout ça, je suis bénévole dans une association, c'est l'association Adikia. Adikia, c'est une association qui recense des parents accusateurs de maltraitance. Donc on Oui. a deux types de maltraitance, syndrome de Silverman, l'enfant battu, ou bien le syndrome du bébé secoué. Et je voulais juste vous donner des chiffres pour vous montrer quand même, c'est un scandale et je ne suis pas la seule famille en France à subir tout ça. C'est que Adikia, depuis sa création en 2017, on a eu quand même 1200 personnes qui ont contacté l'association. Donc 1200 familles touchées par un signalement abusif. Et à l'année, Adikia reçoit quand même 250 demandes de soutien. C'est juste énorme. Et là, actuellement, dans l'association, on est à peu près 300 personnes aujourd'hui. Donc vous dites 300 familles en France à subir un faux diagnostic, un mauvais diagnostic. En tout cas, Et on oui. est tous dans le même bateau et on Oui. se bat. Et on se bat face à la justice, devant les experts. Et c'est pesant. Il faut un mental. Il faut être fort psychologiquement, très clairement, parce que quelqu'un qui n'est pas fort, ça peut pousser à beaucoup de choses, hein, ne serait-ce pousser au suicide. Et je n'ai pas honte de le dire. On vous prend votre enfant 2 fois et vous êtes faible psychologiquement. Vous faites de la garde à vue, vous imaginez? C'est C'est terrible. faux. Il faut C'est un faux. mental. Il faut un mental. Et je me dis aussi qu'on est même arrivé à une mauvaise interprétation des radios, c'est-à-dire que les experts en France me disent que mon enfant a plus d'une vingtaine de fractures, alors qu'à l'étranger, on m'a pas encore donné le chiffre, mais on me dit on n'a pas autant de fractures. Et la généticienne de mon enfant l'a dit dans ses auditions, on n'a même pas autant de fractures. Donc moi, en tant que maman, je ne sais même pas combien de fractures mon enfant a eu, mais la seule chose que j'ai, c'est qu'il n'a pas eu autant de fractures, il n'a pas une vingtaine. Mhm. Donc on arrive même à une mauvaise interprétation d'une radio. Et c'est Mais incroyable. vous savez, euh, pour le syndrome du bébé secoué, c'est pareil. Il y a aujourd'hui des gens qui dorment en prison, Oui, qui ah ont oui, été il y en a. condamnés pour ça, et certains pour des peines très lourdes, où la justice s'est trompée. Mm. Parce que, encore une fois, les experts nommés par la justice, d'abord ne supportent pas la contradiction, et ayant parlé avec certains professeurs, hein, spécialistes des vertèbres et de tout ce qui concerne le haut de la colonne vertébrale, enfin le cou, hein, Oui, oui, oui. vous disent on voit très bien quand un bébé a été secoué ou non. Ça se situe au niveau des cervicales. Mm. En Allemagne, je prends l'Allemagne comme exemple parce que la manière de juger, en tout cas de poser un diagnostic sur ces bébés qui présentent une lorsqu'on suspecte d'avoir affaire à un bébé secoué, c'est radicalement différent d'avec la France. Mm. Donc, la seule chose que je peux dire à celles et ceux qui nous écoutent ce soir, c'est que entre les Allemands et les Français, il y a un camp qui se trompe. Mm. Exactement. Et cela veut dire que il y a un camp où on condamne des gens qui sont innocents. Voilà, c'est tout ce que je dis. Mm. Des vies basculent parce que on a un système qui est alors le système qui désigne ces experts qui, dès qu'un médecin indépendant donne un avis contraire, mais font tout pour le dézinguer, pour le casser. Enfin, c'est vraiment, on assiste à des drôles de trucs, hein, des drôles de trucs. Ça fait peur surtout. En fait, vous vous dites que ça m'est arrivé à moi, ça arrive aux 300 familles de l'association, mais ça peut arriver à n'importe qui d'entre vous. Aujourd'hui, en France, et pareil, je n'ai aucune honte à le dire, vous emmenez votre enfant à l'hôpital pour une allergie, et ben ça se trouve qu'on va vous le prendre, on va vous faire un signalement parce qu'en fin de compte, il a eu un bleu ou il y a une fracture qui se cache. Enfin, ça fait peur, quoi. De se dire que maintenant, même en allant à l'hôpital, vous ne savez pas si vous allez rentrer avec votre enfant. C'est grave quand même. Et jusqu'à quand on va subir tout ça? Jusqu'à quand les médecins en France resteront sur leur position? Et ben, moi j'ai peur en tout cas. J'ai peur pour l'avenir, même pour les autres familles. J'aurais tellement voulu que tout ça s'arrête et que ça n'existe plus,
que c'est un déchirement, c'est une torture, ça brise énormément de couples. Je vois dans l'association, il y a plusieurs couples qui se séparent. C'est dur, c'est vraiment dur C'est de normal. rester soudés, Ouais, mais ouais. il le faut et on n'a pas le choix, et ne serait-ce pour pas donner raison à la justice. Vous C'est voyez? Donc, extrêmement fatigant de traverser ce genre de tempête, hein, parce que c'est une véritable tempête. ah oui, Et oui, oui, bien évidemment, je sais que des couples ne résistent pas à cette épreuve et se séparent. Bon, vous avez la chance, vous, d'avoir traversé cette épreuve. Vous avez envie de refaire oui. un enfant après tout ça? Alors là, c'est la c'est la question qui fâche. Bien évidemment que mon envie, de refaire un enfant est toujours présente, mais voilà, pour l'instant, non. Tant que cette procédure est en cours, non, et puis psychologiquement, on n'est pas prêt, pour refaire un autre enfant, et je pense que notre fils a besoin, qu'on lui consacre de l'amour que pour lui Ben oui, pendant, plusieurs temps, oui, vous voilà, avez raison. plusieurs années, Oui, se reconstruire, avancer dans nos projets et pourquoi pas agrandir la famille, bien sûr. parce que quoi qu'il arrive, gardez ça bien en tête, hein, ma chère Chloé, mais je pense que vous l'avez parfaitement en tête, vos psys ont dû vous le dire, cet enfant a été marqué par ce qui est arrivé, il ne le manifeste pas obligatoirement, mais ça ressortira à un moment ou à un autre sous une Bien forme. sûr. Voilà. Bon, en tout cas, merci mille fois du courage, hein, que vous avez Merci à vous. témoigné ce soir dans cette épreuve. Et puis, on vous souhaite bien évidemment de vivre heureux et en paix, vous, votre fils et votre mari, ma chère Chloé. Merci beaucoup On Olivier, vous merci embrasse surtout et de m'avoir, laissé, m'exprimer ce soir, je c'était vous en important prie. pour moi. Passez une bonne nuit. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.